Je vois qu'il y a des gens qui continuent à s'enregistrer. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi, ainsi que pour toute l'équipe RJF et l'équipe Pulitzer, de vous avoir avec nous en ce jour, un jour spécial, un jour particulier dédié aux échanges. Je n'appelle pas ça une formation, j'ai dit une journée d'échange parce que nous tous, comme journalistes, nous avons quelque chose à partager avec les autres. Alors, pour cette journée spéciale, je vais commencer par remercier l'Union des journalistes de Boaké, parce que c'est grâce à eux que nous nous retrouvons aujourd'hui. L'Union des journalistes de Boaké ainsi que Science Watch Info. Ce sont nos partenaires qui ont permis à ce que nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour échanger autour des questions qui nous intéressent, à savoir l'environnement, la rédaction, le pitch parfait sur l'environnement. Pour aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec Madeleine. Madeleine, elle est aussi membre de l'équipe Pulitzer, donc elle va avoir à vous entretenir. Je ne vais pas m'étendre moi sur ce qu'elle va vous dire, vous allez les découvrir tout de suite. Nous avons aussi Adrienne qui est membre du comité RJF, One for Journalism Fund, mais elle est aussi la coordinatrice de Science Watch Info. Alors sans trop tarder, je voudrais, avant de commencer, vous informer que cette session est enregistrée. Elle est enregistrée et elle pourra, afin de pouvoir permettre à ceux qui ne pourront pas se joindre à nous, de pouvoir suivre. Donc, vous pouvez suivre la session directement sur YouTube. Et si vous avez des questions, n'attendez pas la fin, s'il vous plaît. Vous pouvez poser vos questions dans les chats. Vous pouvez envoyer vos questions et nous nous ferons un réel plaisir de le partager à nos intervenantes et vous aurez des réponses à toutes vos questions. Et Fernanda, suite, next. Je vais donc vous parler un tout petit peu du One Forest Journalism Fund, nous l'abrégeons RJF, pour vous dire que nous acceptons des propositions, des projets journalistiques qui portent essentiellement sur le rôle des forêts tropicales par rapport au changement climatique, qui portent sur les impacts de la déforestation, aussi bien sur les vies humaines que sur les moyens de subsistance des communautés, les moteurs de la déforestation, en tout cas dans les termes généraux, sans tout ce que vous pouvez venir avec comme idée liée à ce thème pourrait être accepté, les solutions pour mettre fin à la déforestation. Suivant, next. Alors, quels sont les critères? Nous nous demandons à ce que les gens viennent avec des sujets forts, sur des sujets systémiques et critiques. Nous encourageons la collaboration entre journalistes locaux, autochtones et des partenariats entre médias nationaux et internationaux. Et ce que nous souhaitons, c'est que les candidats proposent une forte distribution médiatique. Et ça permet d'atteindre non seulement un grand nombre, mais ça permet aussi de générer de l'impact. Et bien entendu, comme c'est des travaux journalistiques, nous tenons compte de normes de rédaction. Nous voulons à ce que les candidats le fassent de manière journalistique, c'est-à-dire qu'ils respectent les principes, les normes de rédaction journalistique. Et bien entendu, nous savons que nous avons plusieurs journalistes, nous avons ceux qui travaillent à la radio, à la télévision, qui utilisent des données, mais tout ça, nous voulons que ça se fasse en utilisant des techniques qui soient innovantes. Fernanda, next. Je dis aussi merci à Fernanda qui est là avec nous et à Deti Salulingui qui est notre coordinatrice qui est là avec nous.
je pense qu'avant la fin, nous lui accorderons la parole, il pourra dire un petit mot. Alors, qui peut postuler? Là, tout journaliste, que vous soyez freelance, que vous soyez salarié d'un média, vous êtes le bienvenu. Nous recevons aussi, c'est un écrivain qui peut écrire un article, pas le livre, mais un article. Les photographes, journalistes de la radio, de la télé, nous acceptons tous ces journalistes, mais à condition qu'ils publient pour des médias qui sont en Afrique, qui publient pour des médias qui sont dans le bassin du Congo. Mais nous, au sein de RJF, en fait, ce n'est pas seulement en Afrique. RJF, le Rainforest Journalism Fund, se trouve en Afrique, se trouve en Amazonie et aussi en Asie du Sud-Est. Donc, c'est un projet du Pulitzer Center qui est mis en œuvre avec le financement de l'initiative internationale norvégienne sur le climat et les forêts, NICFI. Et c'est grâce à notre bailleur que nous arrivons à subventionner les travaux de journalistes sur le terrain. Et ces travaux-là, donc, comme vous l'avez dit, nous les faisons dans 3 grandes zones forestières, à savoir le bassin du Congo, l'Asie du Sud-Est et l'Amazonie. Plusieurs me posent la question de savoir pourquoi le bassin du Congo. En fait, il fallait commencer quelque part. Nous avons commencé au niveau du bassin du Congo, mais nous avons étendu. Ça veut dire nous nous intéressons aussi au cas par cas aux autres forêts qu'on retrouve en Afrique. Next, Fernanda. Alors, nous parlons tout le temps d'impact. Je venais même de dire, nous voulons un média, une bonne distribution pour pouvoir générer de l'impact. Alors, quand nous parlons de l'impact ici, c'est en fait un impact potentiel que vous devez préalablement avoir en tête lorsque vous pensez à votre projet. Il ne s'agit pas de l'impact des questions forestières que vous couvrez. Il s'agit de ce qui se passe après la publication de votre reportage. Il peut se faire que après la publication de ou la diffusion de votre reportage, que le sujet traité provoque certains débats, des discussions ou entraîne des changements au niveau politique ou soit tout simplement republié par d'autres médias. Et ça, nous considérons cela comme étant de l'impact. Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons qu'une forte distribution, je le répète encore, une forte distribution médiatique permet d'atteindre un grand nombre et d'avoir beaucoup plus de chances d'avoir de l'impact. Alors, en général, nos reportages n'ont que 3 impacts. Lorsque les auditeurs ont entendu, ou les téléspectateurs ont vu, ou en ligne, les lecteurs ont lu, le premier point ou le premier impact, ça peut être qu'ils ont compris le problème, un problème qui pouvait être compliqué, mais ils l'ont compris. Ça peut être un problème qu'ils ne connaissaient pas auparavant, ils sont informés sur le problème. Deuxième impact, type d'impact, ça peut être que les lecteurs ou les auditeurs croient fermement dans tout ce que vous avez raconté dans vos articles, dans vos histoires. Troisième impact, ils suivent, ils décident d'agir. Vous avez écrit, à la fin, vous avez lancé une demande à l'action et ils ont suivi, ils vous ont cru et ils décident d'agir. Ça, ce sont les différents types d'impact que nous attendons de nos bénéficiaires. Next. Alors, lorsque quelqu'un soumet son projet, généralement, ce que nous faisons, c'est qu'on vous demande de créer votre propre page. Et quand vous créez votre propre page, vous allez y mettre toutes les données, les données qui vont permettre de vous identifier. Next. Et là, quand on vous demande de décrire votre projet. Ici, généralement, je vais juste rapidement parler de la description du projet. On vous demande non pas de revenir sur les problématiques du projet, mais de décrire le projet. Ça veut dire, dites-nous qu'est-ce que vous comptez réellement faire sur les sujets que vous proposez. Qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, pourquoi vous voulez le faire. Ça nous intéresse.
Next. Et comme le Rainforest Journalism Fund subventionne, ça veut dire qu'il y a un budget et c'est vous qui proposez ce budget. Alors, dans ce budget, vous devez nous fournir une estimation des coûts, du coût global et vous devez bien sûr ventiler les différentes rubriques de ce budget. Et lorsque vous le faites, vous devez savoir qu'il y a certaines rubriques que nous ne subventionnons pas. Nous ne payons pas, par exemple, le salaire de journaliste. Donc, c'est des choses qui se retrouvent dans le formulaire, c'est des choses qui se retrouvent sur notre site et que je vous invite à lire avant de vous lancer ou avant de soumettre votre proposition. Next. Alors, ce que nous recherchons en réalité, next. Oui, ce que nous recherchons en réalité, c'est des projets ambitieux et des projets sur des sujets peu reportés, peu médiatisés. Et nous recherchons des projets qui peuvent avoir de l'impact, des projets qui peuvent permettre de renforcer les réseaux de journalistes qui existent sur les questions forestières. Et nous vous demandons de prioriser les questions qui sont peu médiatisées. Suivant. Voilà, si vous avez des questions, je sais que j'ai été très rapide, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà mon adresse email, vous pouvez me les poser. Je m'en vais laisser la parole à Madeleine, qui va vous entretenir à son tour. Merci, Madeleine. Merci, Augustine, et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parmi vous pour parler de ce sujet qui nous concerne tous et qui nous intéresse beaucoup. Donc, il m'a été demandé de m'exprimer un peu sur comment proposer un pitch intéressant concernant les questions environnementales. Donc, l'idée, c'est vraiment un partage d'expérience aujourd'hui et partager quelques outils, quelques astuces qui pourraient nous permettre de mieux comprendre les sujets environnementaux, mais aussi d'accrocher les partenaires, les comités qui analysent nos propositions de sujets quand nous postulons à une bourse. Next, Fernanda, please. Prochaine slide. OK. Donc, avant d'entrer dans le sujet en lui-même, dans le pitch en lui-même, j'aimerais faire savoir que les questions environnementales, nous ne devons pas les considérer comme des questions étrangères ou bien à part. Ce sont des questions qui sont connectées à tout ce que nous faisons au quotidien. Ce sont des questions, comme on a l'habitude de dire, des problèmes systémiques, donc qui affectent toute la chaîne. Si on parle d'inondation, par exemple, à Boaké, c'est interconnecté à une érosion, aux questions d'érosion côtière. Et on va voir des questions de droits des populations qui sont dans cette zone, peut-être qui sont victimes d'inondations, qui n'ont pas été recasées. Vous voyez qu'au premier abord, on parlera d'inondation comme un problème environnemental, mais en creusant davantage, on se rendra compte que c'est connecté aux droits des personnes, c'est connecté aux droits des espèces qui sont dans cet environnement, c'est même connecté aux questions financières et de planification. Donc, la destruction de l'environnement impacte dans les humains, partout où nous nous trouvons, pas seulement dans cette ville où nous sommes en train d'investiguer, mais ça impacte sur le plan national, sur le plan régional, les pays qui sont autour de nous, et même sur le plan international, parce qu'il y a des accords, il y a des traités qui sont pris pour mieux gérer les ressources, pour mieux gérer les hommes et les ressources qui s'y trouvent. Et nous, en tant que journalistes, l'idée, c'est de montrer comment ces sujets que nous traitons au niveau local, dans notre petite commune, dans notre petit village, est lié à un problème qui se place au niveau de la planète. Si nous restons sur le cas, par exemple, de cette inondation dont j'ai parlé en Côte d'Ivoire, il serait important de savoir que cette inondation qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire qu'on a cette question d'inondation. C'est une question qui est dans toute la bande subsaharienne. C'est une question qui est aussi mondiale. Elle a des spécificités locales, mais sur le plan mondial, il y a des stratégies qui ont été mises en place pour réduire les inondations, pour lutter contre les inondations. Et comment est-ce que ça se met en place dans chacun de ces États? Prochaine slide. OK, donc, et dans cette thématique environnementale, on a plusieurs sujets qu'on peut aborder, les questions de désertification,
le trafic des espèces protégées, l'exploitation minière, qui est de plus en plus régulière dans nos pays aujourd'hui, les questions de changement climatique, d'érosion côtière, même de pollution. On sait de plus en plus dans nos villes, on dit c'est pollué. Mais est-ce que nous, en tant que journalistes, on s'est arrêté à un moment donné pour dire qu'est-ce qui est à l'origine de ce fort taux de pollution qu'on a dans nos villes? Quels sont les mécanismes que les gouvernements ont mis sur pied pour réduire la pollution? Quels sont même les mécanismes mis sur pied pour mieux gérer les déchets? Autant de thématiques qui sont d'ordre environnemental, mais que nous, journalistes, nous pouvons traiter en mettant plus l'accent sur l'aspect local, mais en connectant au côté mondial de la chose. Prochaine slide. Donc, les sujets environnementaux aujourd'hui, si on reste sur le cas de l'Afrique et toute l'Afrique subsaharienne en particulier, nous avons souvent l'habitude de dire que c'est difficile d'aborder la question environnementale, il faut de l'expertise, il faut des outils. Notre rédacteur en chef n'est pas toujours prêt à accepter un sujet environnemental parce que ça ne vend pas, ça ne permet pas de vendre le journal. Donc, il y a ces questions-là, ces contraintes de comment est-ce qu'on amène l'éditeur, comment est-ce qu'on amène le rédacteur en chef à se dire ce sujet qui est d'ordre environnemental peut faire la une du journal, donc il est digne d'intérêt et on peut le creuser davantage. Ça, c'est un peu des défis auxquels on est confronté chaque jour. On a aussi des journalistes qui diraient je ne sais pas comment aborder les questions environnementales, je ne sais pas comment on traite ces questions, donc ce déficit de formation-là, il est aussi réel. La question même de l'accès aux sources, où est-ce qu'on va trouver les données sur les questions environnementales, parce que c'est des questions scientifiques et on parle de faits, on reste sur les faits et sur les données. Où est-ce qu'on les trouve? On va dire, dans nos pays, il n'y a pas il n'y a pas assez de données disponibles. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui sont souvent évoqués pour justifier pourquoi beaucoup de journalistes ne voudraient pas se pencher sur les questions environnementales. Mais la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus, avec des initiatives comme le Rainforest Journalism Fund, Rainforest Investigation Network, Ocean Reporting Fellowship, plein d'initiatives du Pulitzer Center vous permettent aujourd'hui de recevoir et des formations et des fonds pour pouvoir mener ces enquêtes-là et produire des enquêtes de fond qui en même temps vont intéresser votre public, mais surtout que le rédacteur en chef pourra mettre vraiment en avant dans les différents médias. Prochaine slide. OK. Donc, maintenant, si on comprend déjà, OK, les sujets environnementaux sont pertinents, il y a des enjeux, nous pouvons les traiter, il y a même des possibilités de financement pour que nous puissions faire des travaux de fond et d'envergure. Quand nous voulons postuler, quand il faut aller vers des offres de financement ou alors des appels à candidature, il y a des préalables que le journaliste devrait remplir avant même de postuler. Qu'est-ce qu'on sait du sujet? Il est toujours important de faire une recherche préalable sur le sujet, ne pas juste se dire je veux travailler sur la déforestation en Côte d'Ivoire, par exemple. C'est vague. Plus on a des informations sur les enjeux de la déforestation en Côte d'Ivoire, les solutions même à la déforestation en Côte d'Ivoire, plus on se documente sur la question, mieux on peut savoir ce qui a déjà été dit sur la question par des confrères et qu'est-ce que nous, on veut apporter comme élément nouveau. Et ça nous permet de bien cibler l'angle de traitement que nous voulons aborder. Et c'est dans cet angle de traitement-là que nous allons dire au comité qui analyse les candidatures du Rainforest Journalism Fund, par exemple, je veux aborder cet angle spécifique parce qu'il y a beaucoup cet angle est pertinent, mais il est peu médiatisé, comme Augustine l'a dit. On cherche des sujets qui sont peu médiatisés, mais qui sont dignes d'intérêt. Mais ce n'est qu'en faisant cette recherche préalable et en comprenant les enjeux qu'on peut mieux déterminer qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'on peut mettre en avant. Et dans la recherche préalable aussi, cela nous permet d'identifier les sources potentielles. En allant pour rechercher une bourse pour faire un travail, on doit se dire, je suis prêt à mener ce travail. Ça veut dire que je sais où je vais trouver les sources d'information. J'ai accès aux sources d'information pour faire le travail. Parce que si vous obtenez la bourse et puis après, vous êtes en train de tâtonner, vous vous dites comment je vais trouver, je ne sais pas quelle est la source. Ça donne l'impression que vous n'étiez pas bien préparé. Or, la bonne préparation voudrait que vous ayez fait une cartographie des sources qui peut vous mettre à votre disposition des informations et que ce soit plus facile pour vous de mener votre projet en 2 mois, 3 mois, 4 mois maximum sans avoir trop de difficultés par la suite. Prochaine slide.
Donc, Augustine l'a déjà dit, des histoires peu connues, des histoires peu médiatisées, mais surtout qui affectent sur le plan du système, que vous soyez toujours capable de montrer que cette histoire qui est peu connue, qui se déroule à Bouaké, a un impact sur toute la Côte d'Ivoire, a un impact aussi sur les populations qui vivent au Sénégal, a un impact sur toute la bande subsaharienne. Et ça n'arrive que parce que vous documentez assez sur la question avant de vous lancer dans votre investigation ou dans votre reportage. Et le côté ambitieux du projet aussi qu'on met souvent en avant, c'est de dire quelles sont les nouvelles perspectives, quelles sont les nouvelles approches. Est-ce que vous allez utiliser des approches du data journalisme? Est-ce que vous allez utiliser une façon narrative qui rend l'histoire intéressante? Est-ce que vous allez utiliser une façon visuelle de mettre en avant des photos des personnes qui permettent de raconter cette histoire-là? Donc, tous ces aspects créatifs-là, en allant chercher une bourse, c'est toujours bon de les avoir en tête et de se dire, est-ce qu'autour de moi, j'ai l'expertise ou la ressource qui me permet de faire un travail de fond, quitte à ce que la bourse soit super bien menée. Prochaine slide. Prochaine slide. Donc, dans votre pitch, comme vous avez fait la recherche préalable, forcément, ça va se ressentir dans le pitch. Vous allez expliquer pourquoi vous méritez la bourse. Et ça, c'est un autre point qui est très important, tant pour les articles environnementaux que pour les autres thématiques. Quand on demande d'expliquer pourquoi vous méritez la bourse, l'idée, c'est de se dire quels sont les travaux que vous avez déjà faits ayant trait à ce sujet-là. Si vous avez fait des petits reportages ayant trait à la déforestation, vous avez couvert des événements, vous avez fait des émissions, c'est autant d'éléments qui aident à montrer à ceux qui analysent votre candidature que vous avez une expertise sur la question, vous travaillez déjà sur cette question-là et vous êtes mieux placé pour recevoir un financement pour travailler sur la question. Il y a aussi l'aspect du plan de diffusion où des médias qui vont republier, qui vont publier votre article. C'est toujours bien d'avoir cela en tête quand vous postulez. OK, qui va publier mon article? Est-ce que c'est le média où je travaille ou alors c'est un autre média? Avoir une panoplie de médias, pas juste des médias pour des médias, mais des médias où vous êtes sûr qu'il y aura quand même une audience, des médias qui font des travaux sérieux et surtout des médias où vous êtes sûr qu'au moins un éditeur, un rédacteur en chef sera à votre écoute pour vous guider, pour vous orienter pendant que vous serez en train de mener votre travail. Parce que travailler tout seul, aujourd'hui, on se rend bien compte que ça n'aide personne. Ça ne nous permet pas d'avoir des travaux d'impact. Donc, il faudrait que vous ayez un rédacteur en chef à votre écoute et qui est prêt à vous donner la lettre pour soutenir votre publication. Prochaine slide. Alors, ça, c'est aussi dans l'approche de captiver les rédacteurs, aussi bien les rédacteurs que ceux qui vont analyser la candidature, que votre pitch montre comment vous allez, au-delà de l'histoire environnementale qui va dire comment l'eau a détruit les maisons, l'eau a fait ci, que vous puissiez raconter des histoires humaines, ces personnes-là qui sont vraiment victimes ou ces personnes-là qui ont fait des efforts pour sortir de cette inondation, ces politiques qui ont été mises en place, raconter comment ces faits environnementaux ont un impact sur et nos finances, et sur nos vies, et sur la société entière, même la sécurité alimentaire. Donc, cette connexion-là, pas l'environnement froid, comme on avait cette impression à un moment donné quand on se disait, je ne peux pas traiter les questions environnementales, de vraiment trouver cette interconnexion-là entre l'environnement et l'humain. Prochaine slide. OK. Un autre aspect qu'il ne faudrait pas oublier, c'est toujours ne pas oublier de regarder le site Internet, de bien lire l'appel à candidature, lire et relire pour comprendre ce qui se cache, où se cache la bête, comme on a l'habitude de dire, mais aussi voir les questions de faisabilité. Est-ce que votre sujet est trop ambitieux pour être fait en 3 ou en 4 mois? Est-ce qu'il y a des questions de sécurité? Ça, nous y tenons vraiment. Est-ce que votre sécurité est en danger? Et si oui, quels sont les mécanismes que vous mettez sur pied pour vous rassurer que vous n'allez pas perdre votre vie ou alors mettre les sources en danger? Et l'aspect du budget aussi est super important. Un budget réaliste, un budget faisable et en oubliant, ne pas oublier les différentes poches
de dépenses que nous prenons en charge. Je crois qu'Augustine l'a mentionné tout à l'heure, des poches que nous ne finançons pas et des poches que nous finançons. Donc, essentiellement, ce qui concerne la production de votre article, c'est ce que nous souhaitons. Prochaine slide. Alors là, nous avons mis juste une liste. Elle n'est pas complète, elle n'est pas finale, mais c'est un aperçu des différentes sources possibles de données en matière environnementale. Sur ces différents sites Internet ou sur les sites Internet de ces organisations, vous pourrez trouver des rapports concernant les pays d'Afrique subsaharienne, concernant les thèmes que vous souhaitez aborder. Et c'est autant de sources qui vous permettent de mieux vous documenter sur les sujets que vous souhaiterez aborder. Donc là, c'est vraiment le côté environnemental. Et nous nous sommes dit, pour cette occasion que nous offrent les journalistes de Bouaké, nous allons aussi faire une brèche sur les autres initiatives de Pour les Arts Senta que nous finançons. Prochaine slide, Fernanda, s'il te plaît. Sur les autres initiatives de Pour les Arts Senta que nous finançons, parce qu'il y a beaucoup d'autres initiatives qui concernent l'Afrique subsaharienne et nous sommes prêts à soutenir vos équipes, que ce soit des journalistes freelance, que ce soit les salles de rédaction, parce qu'il y a une panoplie de sujets que nous couvrons. Et ces sujets sont surtout des articles de fond sur des questions mondiales, mais aussi locales. Prochaine slide. Donc, la bonne chose aussi à savoir, c'est qu'il n'y a pas de délai. Donc, on ne vous dira pas, OK, c'est les bourses qui sont là, qui sont disponibles. Vous pouvez vous lever aujourd'hui, vous faites votre recherche 2 semaines et puis vous postulez. Et quelques jours après, vous aurez la suite. Vous saurez si vous êtes retenu, si votre article sera subventionné ou pas. Et vous allez mettre en avant tous les éléments que nous avons cités plus haut pour mieux accrocher le comité qui va réviser votre candidature. Prochaine slide. Alors, là, nous l'avons déjà mentionné, les problèmes systémiques qui affectent la communauté. Et quand vous recevez une bourse de Pour les Arts Senta, on vous donne, on essaie d'échanger avec vous au quotidien pour savoir comment ça se passe. Après la publication de votre article, on fait la promotion aussi sur ces articles et il y a la possibilité de vous mettre en réseau avec d'autres journalistes, avec d'autres cercles de décision pour mieux valoriser vos articles, pour plus d'impact de votre travail journalistique. Prochaine slide. Alors, donc, ces opportunités dont j'ai parlé, il y a des histoires peu connues en Afrique subsaharienne, il y a des bourses sur la désinformation scientifique et COVID, et bien sûr, les bourses du Rainforest Journalism Fund, comme Augustine l'a dit, qui se poursuivent et qui sont là et qui n'attendent que des dossiers de candidature des journalistes venant d'Afrique. Prochaine slide. Voilà, donc là, je ne vais pas revenir sur ceci parce qu'on l'a déjà mentionné. Ce que nous ne couvrons pas, salaire du personnel, achat d'équipements, livres, long métrage. Nous couvrons essentiellement ce qui concerne les frais de production de votre article. Prochaine slide. OK. Donc, je pense que j'en ai terminé. Vous pouvez aussi me contacter pour d'autres questions. Je vais remettre la parole à Augustine. Merci beaucoup pour votre bonne attention. Merci beaucoup, Madeleine. Merci pour cette brillante présentation. J'aimerais, avant de passer la parole à notre prochaine intervenante, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez envoyer vos questions. N'attendez pas la fin. Vous pouvez envoyer vos questions. Nous les enregistrons et nous allons les poser à nos intervenantes qui sont là. Là, je vais passer la parole à Adrienne qui va aussi nous entretenir pendant une bonne dizaine de minutes avant que nous puissions vous laisser la place, nous puissions passer à la session des réponses à vos questions. Et voilà pourquoi je vous encourage une fois de plus à poser vos questions. N'attendez pas la fin. Adrienne, à toi la parole. Allô, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Fernanda. Bonjour Deti. Bonjour Augustine. Bonjour Madeleine. Bonjour aux confrères et consoeurs qui
qui prennent part à cet échange. Merci surtout au Pulitzer Center qui nous offre cette opportunité, tout comme les opportunités qu'il offre aux journalistes qui veulent travailler sur les questions environnementales en leur octroyant des bourses. Alors, je voudrais ici échanger avec vous sur comment où trouver les sujets d'articles sur les forêts et le changement climatique. J'interviens après Madeleine. Merci pour tout ce qu'elle a dit parce que ça me permet d'être plus bref. Madeleine a dit presque tout ce que je devais dire ici. J'ai un petit plan tout de même. Il y a le contexte. Premier point, le contexte. Deuxième point, trouver un sujet, comment et où. Et puis quelques exemples, une petite conclusion. Bon, je vais passer au contexte. Le contexte est celui des sujets environnementaux qui ne sont pas très courus par les rédacteurs en chef. Fernanda, s'il te plaît, slash sur le contexte. Là, c'est une photo que j'ai prise pour illustrer un peu ce qu'on peut avoir comme thématique. Et nous passons sur le slash sur le contexte. Je disais que l'environnement est le sujet, est le parent pauvre des rédactions dans plusieurs pays, particulièrement en Afrique francophone. Parce que, je le dis parce que dans l'Afrique anglophone, anglo-saxon, les choses sont différentes. Alors, dans les rédactions, on ne parle de l'environnement que lorsque l'actualité l'impose. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un éboulement, une inondation, ainsi de suite, on voit comment les rédactions sortent avec les sujets sur l'environnement. Et assez souvent, ces sujets sont traités de façon laconique. On ne revient pas dessus, on revient rarement dessus. Donc, on a traité comme un fait divers et on passe dessus. Ce manque d'engouement se traduit aussi par le manque de médias spécialisés sur l'environnement. Et pour le Cameroun que je connais, on nous dit souvent qu'il y a près de 600 titres de journaux en presse écrite, mais on ne peut pas trouver 5 journaux spécialisés qui paraissent régulièrement, spécialisés en environnement. Et cette même tendance se vit aussi au niveau des rubriques dédiées au sujet sur l'environnement, les forêts et le changement climatique. Et quelquefois, lorsque la rubrique existe, le sujet sur l'environnement n'est pas toujours la priorité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les journalistes inversent la tendance et que l'environnement retrouve aussi la place qu'il faut. Étant donné qu'aujourd'hui, nous vivons des crises. Il y a la crise climatique, il y a la crise environnementale, permettez-moi de reprendre ça, le terme, qui affecte la vie humaine, les vies humaines, avec des problèmes comme des épidémies, des pandémies et l'insécurité alimentaire qui menace les populations. On a d'ailleurs vécu une pandémie qui a arrêté toutes les activités, tant au plan diplomatique, politique qu'économique. Je veux parler de la crise à coronavirus. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, Madeleine, que les sujets sur l'environnement ne sont pas des sujets à part. C'est des sujets qui s'intègrent dans la société, étant donné que l'homme vit dans un environnement. Alors, on passe au prochain slash, où trouver un sujet, comment et où. Fernanda slash, s'il te plaît. Slash, Fernanda. Il a passé pour toi? Oui, ça va. Slash. Voilà. Le journaliste spécialiste de l'environnement est tenu de servir de l'information sur
cette thématique à tout moment, comme le fait le journaliste sportif, le journaliste économique, le journaliste en charge des questions politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans une rédaction et que vous êtes le chargé de l'environnement, vous ne devez pas chercher le mot. Chaque jour, vous devez écrire un article sur l'environnement. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver les sujets? Vous avez donc des conférences, des séminaires, des décrets, des conventions, des accords, des circulaires et des décisions qui vous offrent l'occasion de trouver un sujet. Par exemple, si vous allez signer à la signature d'une convention avec, entre votre pays et une banque internationale, et pour un prêt que votre pays va contracter afin de construire, par exemple, un barrage, un ouvrage dans une zone, vous, en tant que journaliste environnementaliste, vous n'allez pas vous contenter de ce qui a été dit entre les deux pays concernant la diplomatie, concernant la politique. Oui, le chef de l'État, c'est une victoire de la diplomatie du pays, ainsi de suite. Vous devez regarder l'angle environnemental. Et l'angle environnemental peut être celui concernant l'installation de cet ouvrage-là. Qu'est-ce qui sera fait? Est-ce qu'on ne va pas détruire l'environnement pour installer, par exemple, un barrage? Vous, journalistes environnementalistes, allez vous poser cette question-là avec des experts, qu'ils vous disent que oui, en construisant le barrage à tel point, voilà ce qu'il y aura comme problème. Peut-être lorsque on va ouvrir les vannes, le village peut être inondé. Et là, vous voyez le côté, l'impact sur les populations. Peut-être en ouvrant, il peut avoir des problèmes au niveau de la déforestation. Et pour un journaliste avisé, il va aller voir le contrat. Quelle est la banque même qui prête de l'argent à son pays? Parce qu'il y a certaines banques qui ne prennent pas en compte les problèmes environnementaux avant de financer un projet. Or, des banques comme la Banque mondiale, pour ne pas faire la publicité de cette banque-là, lorsque vous n'avez pas prévu une étude d'impact environnemental et social, il est difficile qu'ils vous accompagnent dans un projet. Ce que les pays font, c'est que lorsque le projet se bloque, le prêt se bloque au niveau de la Banque mondiale, ils passent par derrière, ils vont dans d'autres pays, dans d'autres parties du globe, en Asie particulièrement, et ils obtiennent des crédits et puis tout de suite, le projet est lancé sans étude d'impact environnemental et social. Le journaliste aguerri va relever cette question-là et dire que parce qu'il n'y a pas eu d'étude environnementale et sociale, il risque d'avoir une catastrophe écologique si on fait fonctionner le barrage. Par exemple, ces inondations-là, par exemple, les populations, où est-ce que les populations qui étaient logées dans cette zone-là seront recasées, ainsi de suite. Fernanda Slash. On continue avec où trouver les sujets. Madeleine l'a relevé tout à l'heure. Les confrères sont aussi des sources d'information. Ne pensez pas que lorsque un confrère a traité un sujet, du coup, ainsi de suite. Et puis, dans les médias, il y a des médias qui ne sont pas concurrents. Si, par exemple, une radio traite un sujet, la radio va annoncer. Toi, de la presse écrite, tu vas aller plus profondément. Et même si la radio a mené une enquête sur la question, toi qui travailles en presse écrite, tu peux prendre un autre angle parce que un sujet peut avoir plusieurs angles, il peut être abordé sous différents angles. Donc, nos confrères, bon, j'ai pris un exemple. Au Cameroun, il y a une zone qui est en proie à un conflit socio-politique, bon, disons-le comme ça, depuis plus de 5 ans. Alors, si mon confrère fait un article pour dire que bon, les populations de cette zone-là se sont déplacées et sont allées vivre dans la forêt, moi qui m'occupe des questions environnementales, il faut que je me pose la question du devenir de cette forêt-là, qui est désormais habitée par les populations. Et les populations qui devaient peut-être parcourir des kilomètres avant d'aller couper du bois et qui vivent déjà sur place.
Que va devenir cette forêt? Elle sera détruite. Que vont devenir les animaux là-bas? Et quel est même le sort des personnes qui s'occupent de la préservation des forêts? Disons, je les nomme les éco-gardes dans ces forêts, dans cette zone en crise. Ce sont des personnes qui sont souvent la cible je vais dire des trafiquants. Ça veut dire que leur vie est en danger. Et du coup, si leur vie est en danger, les espèces en voie d'extinction seront aussi en danger. Elles seront menacées, beaucoup plus menacées. Fernanda slash. Slash Fernanda. Bon, je vais donner quelques exemples. C'est pas vraiment exhaustif. Juste pour vous dire que la déforestation, le changement climatique sont des phénomènes qui ont des causes, des manifestations et des conséquences, et pour lesquelles les pays et la communauté internationale trouvent des solutions. Bon, il est donc possible de s'intéresser aux causes de la déforestation, et ce qui rejoint d'ailleurs une des thématiques du programme Rainforest Journalism Fund qui nous réunit ici. Cette thématique concerne les moteurs de la déforestation. Le sujet peut s'appesantir sur un moteur de la déforestation et d'après, parce que je suis au Cameroun, d'après les environnementalistes au Cameroun, la forêt est détruite par l'agriculture, l'habitat, l'exploitation forestière anarchique, l'exploitation minière, l'agro-industrie, en ayant à l'esprit que nous sommes journalistes et que nous devons nous intéresser à la nouveauté. Madeleine l'a souligné tout à l'heure. Il faut, qu'en proposant le sujet, qu'on voit qu'il est nouveau. Il n'a pas encore été abordé par d'autres personnes. Et c'est d'ailleurs un des critères du Rainforest Journalism Fund. Il faut la nouveauté et puis voir l'intérêt humain, la proximité. Si j'écris, je suis à Boaké, j'écris pour un public camerounais, est-ce que je suis sûre que mon article va intéresser la population de Boaké? Non, je ne pense pas. En journalisme, l'on parle de la loi du mort kilométrique. Donc, il faut toujours se poser la question sur pour qui j'écris. Est-ce que ce que j'écris va intéresser mon public? Si ces questions-là, si on a des réponses positives à ces questions, on doit aussi se demander, est-ce que ce que je dis n'a pas déjà été dit? Si ça a été dit, qu'est-ce que moi j'apporte de nouveau? Slash Fernand. Oui, la suite des exemples, je vais dire, si je dois travailler sur l'habitat comme moteur de déforestation, un des sujets peut être que, bon, je peux parler de ce phénomène de déforestation de la ceinture, de la destruction de la ceinture autour des villes, de la ceinture verte. Parce que les gens construisent les maisons, ils construisent les maisons et ils coupent le bois, ça devient difficile de vivre dans les villes. Les villes sont de plus en plus chaudes. Et comme on parlait de sujets collaboratifs, on peut choisir de travailler avec un confrère d'un autre pays parce que le phénomène est le même dans la majorité des pays d'Afrique. C'est-à-dire que l'extension des villes qui fait que on n'a plus de ceinture verte autour des villes, quoi. Bon, au niveau des solutions, bon, Fernanda n'a pas retrouvé le slash. Au niveau des solutions, le journaliste peut s'intéresser à l'évaluation de la mise en œuvre
de certaines initiatives pour la lutte contre le changement climatique, par exemple, ou bien pour la lutte contre la déforestation. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les États. Et le journaliste va s'intéresser à les évaluer. Est-ce qu'en 10 ans, le projet, par exemple, Opération Sahel Vert, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? La grande muraille verte qui est enchantée dans les projets en Afrique. Où est-ce qu'on en est avec la construction de cette grande muraille verte? Je ne vais pas revenir sur ce que Madeleine a déjà dit. Et je vais conclure en disant que la qualité de l'article se définit par le bon choix du sujet, la bonne définition de l'angle, la bonne collecte de l'information. Si les concepts nouveaux comme changement climatique s'inscrivent dans le lexique journalistique, pas grand-chose ne change dans la démarche à suivre pour l'identification des sujets ou encore des sujets pertinents. L'imagination et la créativité du journaliste sont nécessaires pour déceler des bons angles et des angles moins abordés, mais intéressants. Je vous remercie. Je pense que les questions seront plus nécessaires pour qu'on puisse avancer. Merci. Merci, Adrienne. Merci à tous. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais je remercie aussi ma collègue Fernanda qui a commencé à répondre, ainsi que Madeleine, qui ont commencé à répondre à certaines de vos questions. D'emblée, je veux vous dire que toutes les réponses à vos questions se trouvent en ligne. En fait, nous allons, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui nous ont rejoints en retard, ces échanges sont enregistrés. Cette formation, cette séance est enregistrée et vous pouvez la retrouver par le même lien sur YouTube. Et donc, nous allons prendre quelques questions et je voudrais aussi vous dire, nous pensions initialement nous arrêter à 13 heures d'Abidjan, donc 14 heures de Yaoundé, Kinshasa. Mais vu qu'il y a beaucoup de questions, je voudrais juste vous demander de nous accorder une petite rallonge de 15 minutes afin que nous puissions répondre à vos questions. Moi, je prends juste les questions qui se ressemblent et puis je vais aussi reposer d'autres questions à Madeleine et à Adrienne. Et je vais juste demander à nos intervenants d'être brefs lorsqu'ils auront à répondre aux questions. Une question, c'était de savoir combien de personnes, jusqu'à combien de personnes les journalistes peuvent se mettre ensemble pour collaborer. Et la deuxième qui va dans le même sens, c'est celle de savoir si les journalistes des différents pays peuvent collaborer. Je vous dis tout de suite, les journalistes des différents pays peuvent collaborer. Si vous allez sur notre site, le lien vous a été partagé par Fernanda, vous allez vous rendre compte qu'il y a des journalistes, il y a plusieurs journalistes des différents pays qui ont eu à collaborer et donc c'est faisable. Et ici, c'est juste une séance sur le pitching, mais lorsque vous allez en ligne, vous allez vous rendre réellement compte ou si vous voulez, vous pouvez même nous rejoindre, essayer de nous contacter par la suite pour savoir comment faire pour travailler dans un cadre collaboratif parce que ça, ce n'est pas donné à tous et pour pouvoir surmonter tout cela. Et je pense que nous avons tous ces liens-là parce que c'est des séances que nous avions déjà organisées. Nous nous ferons bien sûr le plaisir plutôt de partager avec vous. Madeleine, une question a été posée, celle de savoir lorsque il y a des données, une question en rapport avec la difficulté d'accès aux données. Un petit instant, j'essaie de retrouver cette question-là. Je crois que Madeleine pourra nous aider à répondre à cette question-là. La question en rapport avec la difficulté de l'accès difficile aux données. OK. C'est vrai, je n'ai pas la question sous les yeux, mais il y a d'autres questions dans le chat qui se rejoignent aussi, les difficultés d'accès aux données, la difficulté d'accès aux personnes ressources. La première chose que je dirais, sur les slides, vous allez voir une page où on a
mis un aperçu des organisations qui travaillent sur les questions environnementales. Mais avant même d'aller sur ces organisations-là, nous avons autour de nous, dans nos quartiers, dans nos villes, des associations, des ministères, des organisations qui sont locales, qui travaillent sur des questions environnementales. Nous avons même des personnes qui sont victimes des questions environnementales. Donc, ne voyons pas la question des données ou d'accès à l'information d'abord très loin. Regardons déjà autour de nous. Nous restons journalistes. Ce n'est pas parce qu'on a dit question environnementale qu'on va changer, on change de métier. Nous restons journalistes. Les sources, c'est d'abord les sources traditionnelles qu'on connaît. Et maintenant, les données, c'est à partir des organisations que nous allons trouver les plateformes, les gens spécialisés sur les questions et même les experts qui sont spécialisés sur ces questions-là. Donc, pour être bref, c'est un peu ce que je dirais, étendre notre champ en termes de sources à partir de ce que nous avons autour de nous, mais les organisations qui y travaillent. OK. Adrienne, est-ce que tu peux prendre cette question-là? Ah, Oui. on dit, Madeleine, vous avez mentionné, je reviens un peu chez Madeleine, on dit qu'il est préférable de proposer des projets avec des approches innovantes. Est-ce que les projets de vidéos explainers sont éligibles? Tout dépend de comment vous voyez vidéo explainer. Nous voulons des travaux de fond qui restent dans les genres journalistiques qu'on connaît, qui permettent de faire des travaux de fond. Donc, ça peut être de l'investigation, ça peut être une enquête, ça peut être un bon reportage, ça peut être un bon documentaire vidéo, ça peut être aussi un bon reportage radio. Donc, si c'est dans le sens d'un documentaire vidéo, je passe sous le contrôle d'Augustine qui peut ajouter aussi des éléments là. Si c'est dans le sens d'un bon petit documentaire vidéo qui raconte le problème et qui permet au public, à l'audience de bien comprendre de quoi il est question et qui reste dans les canons journalistiques, je pense que c'est éligible. Augustine. Je confirme. Je confirme que c'est comme ça. Et donc, il y a d'autres questions. Les questions relatives aux rubriques qui sont finançables. Là, je crois pour le compte de RGF, je les prends. Je vais dire, par exemple, la location de matériel. Parce que si vous êtes caméraman, par exemple, vous n'avez pas un matériel de qualité, oui, nous pouvons prendre cela en charge, c'est-à-dire la location de matériel, pas l'achat. La location, oui. Le déplacement, bien sûr, nous couvrons tous les frais qui vont vous permettre de produire vos articles. Nous les couvrons, excepté les salaires des journalistes. Mais lorsque vous travaillez avec les journalistes, dans les cas de collaboration, avec un journaliste local, dans ce cas-là, nous acceptons que vous puissiez prévoir de l'argent pour le journaliste local qui va vous accompagner dans ce travail. Madeleine, si tu peux prendre cette question, Oui, ça revient encore sur les personnes ressources. Adrienne, oui, un instant, Adrienne, tu vas revenir sur les critères. Oui, je vois une question là sur... OK. Je vois une question sur Madeleine comment prenne faire... d'abord la question sur les personnes ressources, parce que ça revient tout le temps. On dit qu'il y a peu de personnes ressources. Comment on fait? OK, je dirais pour la question des personnes ressources, ça va revenir à la question des experts et des questions de l'accès aux sources. Les personnes ressources, c'est les gens qui en savent sur le sujet. Et je dirais, il y a vraiment des personnes ressources dans les universités. Dans tous nos pays, il y a des universités. Dans tous nos pays, il y a des organisations de la société civile. Dans tous nos pays, il y a des départements ministériels. C'est à partir de ces différentes instances-là que nous pouvons facilement identifier. Et il faut aussi beaucoup lire, faire des recherches en ligne, lire des ouvrages, des rapports qui portent sur ces questions. Dans les rapports, vous allez retrouver parfois des noms des personnes qui ont travaillé, qui ont l'expertise sur la question. C'est des petites astuces qui nous permettent d'étendre notre carnet d'adresses en matière de personnes ressources. OK. Pour tout le monde, ceux qui posent la question, si vous allez, moi je vous recommande d'aller sur le site de Run Forest Journalism Fund. Vous allez trouver tout ce qui a été produit jusqu'à ce jour. C'est aussi bien les liens vers les radios que sur les télévisions et autres. Donc, vous allez trouver tout ce qui a été produit, disons l'essentiel de ce qui a été produit, parce que ce n'est pas tout qu'on publie sur le site, mais vous allez trouver l'essentiel. Alors, Adrienne, comme tu es aussi membre du comité, j'aimerais que tu prennes toutes les questions relatives
aux critères de sélection, parce que ça revient tout le temps. Les journalistes veulent savoir, les collègues veulent savoir quels sont les critères de sélection. Et tu peux coupler avec cette question de Marthe Akissi qui dit comment juger l'intérêt d'un sujet qui n'a jamais été médiatisé. Oui, merci. Pour les critères de sélection, je pense que Augustine a très bien expliqué. Il faut déjà que le sujet soit nouveau, hein. Même dans une rédaction simple, quand vous venez proposer un sujet à votre rédacteur en chef, il vous demande alors quoi de neuf? C'est la question qu'il vous pose toujours. Donc, il faut que le sujet soit nouveau. Il faut qu'il ait de l'intérêt, aussi bien pour les populations que pour l'environnement. Parce que déjà, lorsque nous travaillons sur les questions, sur les questions liées à l'environnement, aux forêts, au changement climatique, l'intérêt humain est très important parce que si ça n'affecte pas les hommes, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Et puis, il faut que ça affecte la communauté pour laquelle vous travaillez. C'est-à-dire que si vous êtes à Boaké, par exemple, bon, on peut encore accepter que cela affecte une communauté en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas seulement vous cantonner à Boaké. Vous pouvez sortir de Boaké, venir peut-être à Abidjan, je ne sais pas où, voir une situation environnementale qui affecte les populations. Vous pouvez travailler dessus. Maintenant, il y a aussi la manière dont vous posez votre problème. Il y a d'abord le sujet. Parce que si vous-même, vous ne posez pas bien votre sujet, imaginez donc celui qui vous lit, celui qui est dans le comité, comment il va comprendre ce que vous voulez faire. Il faut écrire clairement, dire voilà ce que je veux faire, ça se passe à tel niveau, voilà le temps que je vais mettre. Il y a aussi le plan de distribution, le plan média. Voilà les produits médiatiques que je vais proposer. Peut-être une grande enquête, un dossier, on appelle ça un article multimédia, ainsi de suite, avec les nouvelles techniques. Les nouvelles techniques que vous ajoutez, si vous êtes des jeunes, vous savez comment. Et puis, le plan de distribution. Quels sont les médias qui vont porter votre sujet? Je pense que je suis dans la réponse, hein, Augustine. Quels sont les médias qui vont diffuser votre sujet? Et si ça concerne une communauté locale, vous n'allez pas dire que vous allez diffuser dans les médias internationaux. C'est très bien de diffuser dans les médias internationaux. À portée internationale, c'est très, très bien parce que ça a de l'impact. Mais pensez aussi à la communauté. Il faut aussi penser à la langue. Pourquoi pas? Quand le message est diffusé dans une langue, si ça concerne un public, il se sent plus interpellé. Mais vraiment, il faut choisir des bons médias qui ont une audience, une grande audience. Et puis, peut-être que je n'ai pas tout dit, mais votre budget aussi, le budget doit être dépouillé de toutes les dépenses inutiles. Le budget doit être dépouillé de toutes les dépenses inutiles. L'autre question concernait quoi, Augustine? Merci beaucoup. Je crois que tu as ramassé le tout dans cette question, dans la réponse. Okay. Il y a Hector qui a posé une question sur les modèles de pitch ainsi que le budget. Merci Hector pour cette question. Et je prends aussi avec quelqu'un d'autre qui a posé la question de savoir si il va envoyer les propositions directement. Si vous avez suivi, si vous nous avez rejoint en retard, je répète, cette formation, cette séance est enregistrée, donc vous pouvez réécouter. Il y a la première des choses, c'est que vous devez créer votre compte sur Submittable. Donc, vous créez votre compte sur sur Submittable, si nous voulons le dire en français. Donc, quand vous avez créé votre compte, vous avez accès à un formulaire. Et le formulaire, normalement, moi, je demande aux gens de le lire calmement. Il vous guide pas à pas. Pour chaque point que nous demandons, il y a une explication à côté. Et puis, s'agissant du budget, il y a aussi un formulaire. C'est-à-dire, nous avons proposé un modèle de budget pour ne pas pousser les journalistes à aller dans tous les sens. Il y a un modèle de budget. Lorsque vous prenez ces modèles de budget, vous allez vous retrouver sans problème. Oui, là, je pense que nous sommes
c'est déjà à 14 heures. Nous vous avons demandé 15 minutes et je vois qu'il y a beaucoup de questions. Si nous pouvons juste donner la parole avant de conclure, j'aurais voulu que notre manager qui est là, la responsable du projet Run Forest Journalism Fund qui est là avec nous, si elle peut vous dire un mot, ce sera bien sûr en anglais et je vais me faire le plaisir de traduire. Please, Deti, can you say one word to our journalist, please? Hi, everyone. I hope you can hear me. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. First, Yes. my apologies that I cannot speak French, so I will try my best to just, try to say thank you for everyone who is participating, and we really appreciate the interest for environmental reporting, and also with our service at Rainforest Journalism Fund, and also Rainforest Investigation Network. Yeah. Go ahead, Augustine. Yeah. Elle dit, elle ne peut pas s'exprimer en français, mais elle apprécie vraiment les efforts que vous avez accomplis, d'avoir accepté de participer à cette rencontre organisée conjointement avec Pulitzer Center et les Rainforest Investigation Network. Yes, for us, this type of sharing and also tips in improving proposals and also developing application is very important, because we always have a lot of opportunities, and we try to support as much as possible environmental reporting in Congo Basin and the region. Mm-hmm. Cette opportunité, en fait, ces genres de séances, ça a beaucoup d'importance, ça revêt beaucoup d'importance pour nous, le Rainforest Journalism Fund, parce que ça permet de partager certaines astuces avec les journalistes au niveau de l'Afrique, afin de les aider à améliorer la qualité de leur production. Et ça, c'est des opportunités que nous assurons, que nous saisissons. Et voilà. And I just want to say also thank you for the participants. I can see some of our grantees, our partners journalists are here, and we appreciate their partnership so far. So at the end, I just want to say thank you again. And I can assure you that if you have any question or you have more information that you need, please do not hesitate to contact us. We have great expertise from Augustine, Madeleine, and also Adrienne, who has been a wonderful support for as a committee member for our RGF in Congo Basin. So again, thank you so much, and please do not hesitate to contact us for any question, and we look forward to hear from you. Thank you. Elle vous remercie une fois de plus. Elle vous dit si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter, Madeleine, Adrienne et moi-même. Nous nous ferons vraiment le plaisir de répondre à toutes vos questions et préoccupations. Et voilà, nous sommes vraiment en train de finir, et j'aimerais dire merci une fois de plus à l'Union de journalistes de Bouaké. Franchement, je vous remercie aussi pour cette mobilisation. Je remercie toutes les équipes qui se sont démenées pour conscientiser, pour sensibiliser, pour inviter les journalistes à prendre part à cette séance. Je répète encore, la séance est enregistrée, donc vous pouvez y avoir accès sur YouTube en utilisant le même lien. Et si vous avez des questions, nos contacts sont là, n'hésitez pas. Que ce soit Madeleine, que ce soit moi, que ce soit au sein de Pulitzer, envoyez-nous vos questions. Nous sommes là et nous serons vraiment ravis d'y répondre et de vous accompagner. Merci à tous. Je vous dis au revoir.